L'avion gouvernemental du Congo-Brazzaville a atterri à l'aéroport international de Maya-Maya. Piloté par Anatole Collinet-Makosso, avec tout son équipage, 41 passagers au total. Après avoir débarqué 6 de ces 32 au départ, 2 généraux sont débarqués, Charles-Richard Monjo et Mokoki, pour embarquer 2 autres généraux, peut-être plus méchants, Jean Olesongo Ondai, qui occupe le fauteuil de l'intérieur et la décentralisation, et Noël Léonard Essongo, qui lui s'occupera du contrôle de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs. La machine gouvernementale étant complète, l'accélération vers le développement, le programme de société pour lequel Denis Sassou Nguesso a été élu en mars dernier comme président de la République, peut à présent démarrer. 6 passagers débarqués sur les 32 qui avaient pris le départ en 2021, parmi lesquels Émile Osso, Charles-Richard Monjo, Ebomé Mangessa, Nick Fila, Ibombo et Mokoki. C'est donc une équipe de 41 passagers qu'Anatole Collinet-Makosso devra composer pour accélérer le développement du Congo. Tout ceci sous la houlette de Denis Sassou Nguesso, président de la République. Les embarqués devront s'atteler à s'accrocher aux autres maillons de la chaîne pour éviter des fausses notes, car le Congo est avide de ce développement. L'écriture, un art qui dépasse le dire pour ressentir. Ainsi, celui qui écrit décide de ce qui reste. Les lois, les histoires, les évolutions ont commencé sur du papier. En effet, écrire, c'est donner un corps au silence. C'est aussi prendre ce qui flotte dans la tête et le clouer sur un support, pour qu'il existe en dehors de la mémoire. En outre, l'écrivain, c'est celui-là qui écrit, pas pour le plaisir, mais pour véhiculer un message, encourager un lecteur et redonner la vie. Tel est le cas de M. Henri Gélas Armand Bouquetti, couteau suisse de son petit nom, peintre, poète, écrivain, a mis sur le marché 2 recueils de poèmes, La harpe de la destinée et Les mots assortis au mot de la sortie, parus aux éditions LMI à Pointe-Noire. 2 recueils de poèmes présentés au grand public dans la salle du Cercle culturel Jean-Baptiste Tati-Loutard. Né le 23 novembre 1972, il est titulaire d'un master en lettres de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Mariangouabi, entouré de l'éditeur LMI et du critique littéraire qui a présenté des livres. Henri Gélas Armand Bouquetti s'explique. C'est une porte qui s'ouvre sur un vortex. Une porte qui s'ouvre sur un vortex, et le vortex distille des lettres, la connaissance, le savoir, l'usabu. Et comme je vous ai dit que c'est l'appendice les coulisses du confinement, nous étions confinés pendant longtemps et on ouvre la porte vers la lumière, cette flamme incandescente. Et donc, c'est juste pour vous signifier que la couverture va de pair avec le contenu. Donc, le contenant et le contenu. La harpe, c'est un instrument de musique. Et quand nous allions au catéchisme ou à l'église, on nous disait que au ciel, au paradis, il y a des chérubins. Ce sont des anges qui chantent à longueur de journée. Ils ont des corps, ils ont des clarinettes, ils ont la harpe. Dans la salle, le patriarche de l'écriture congolaise, Titiele Tivela, L'ombre et la nuit, qui n'a pas manqué d'apprécier l'initiative de l'AEPN, l'Association des écrivains de Pointe-Noire, une association qui réunit plusieurs écrivains, quelle que soit la résidence, mais qui, à son siège à Pointe-Noire, et apprécié l'auteur de ces 2 recueils. Ami depuis le lycée Savana de Brazza, Emmanuel Dongala, avait publié son dernier roman jusqu'à présent, La statue de Bridge Tower. Il va à Genève et il est agréablement surpris 2 fois
de voir un journaliste parler du roman qu'il venait de faire paraître. Et dans l'article de ce journaliste suisse, ce journaliste rappelle aux lecteurs suisses, genevois en particulier, que l'écrivain Dongala était originaire du Congo-Brazzaville, qui était un petit pays d'Afrique centrale, mais qui comptait de grands écrivains africains. Et parmi ces écrivains africains, le journaliste suisse a cité certains écrivains congolais, dont Tchichili Tshivela. Moi, je n'ai jamais été en Suisse, je n'ai jamais parlé de mes livres à Genève, mais on me connaît là-bas. Ensuite est intervenue la série de dédicaces des ouvrages. Les travaux sur la route de Mongokamba entre le rond-point Tisser-Chikaya et le carrefour Vanvan ne restent plus peut-être que peu, car les dallots de conduit des eaux de ruissellement sont presque à la fin. Si quelques endroits où les populations semblaient ne pas prendre la mesure de casser et libérer les trottoirs, telle la maison de ce chef de quartier qui pensait qu'il était au-dessus de la loi, alors les autres maisons ont été cassées. À cela s'ajoutent les câbles de la société EKRC qui parfois font entorse à la bonne marche des travaux. Là encore, il faudrait craindre que nous vivions ce que nous avons vécu entre le tronçon Vanvan-Capitaine Paca, où voici 2 ans que ce tronçon a été fait et n'a jamais été revêtu de bitume, alors que les dallots d'irrigation des eaux de pluie et usées ont été faits. Sur la montagne de Mongokamba, depuis un certain temps, c'est la poussière qui monte au passage des véhicules. On se croirait dans le Niari ou la Bouenza, surtout qu'il n'y a pas de pluie à Pointe-Noire. Malgré plusieurs déguerpissements des commerçants du marché rond-point Tisser-Chikaya, ils y sont toujours, comme quoi, chassé au galop, le naturel revient toujours. Combien même que le marché de Vindoulou, 6 PSP de Vindoulou, est peu opérationnel. Certains ont décrié la vétusté de celui-ci, qui avait été construite à la va-vite, car lors des averses, toute la zone est inondée et le manque de sanitaires et autres a empêché certains commerçants de s'y installer. Depuis quelques jours, la mairie centrale a pris la mesure de remblayer cet espace et a procédé à daller tout le marché de Vindoulou, dont pratiquement la moitié est déjà fait. Dès que la deuxième moitié sera dallée, l'on procédera à mettre les tables et toitures sur la deuxième partie de celui-ci qui abrite les tables démolies à Tchister. Une décision bien accueillie par les commerçants de celui-ci, comme quoi, après ces travaux, tous ceux qui sont au rond-point Tchister rejoindront le marché de Vindoulou. Par contre, ceux qui vendent au rond-point Tchister pensent que le rond-point Tisser-Chikaya offre des conditions agréables aux commerçants. Chambres froides, dépôts, parking et autres. Là encore, un autre problème se pose, celui d'appartenir à 2 arrondissements. Ceux qui sont à droite, lorsque vous êtes debout en regardant le péage de Mengo, appartiennent à l'arrondissement 4 Luangili et ne peuvent aller au marché de Vindoulou, qui appartient à l'arrondissement 5 Mongompuku. Voilà un autre problème qui tombe dans les mains de la mairie de Pointe-Noire. La réhabilitation de la gare centrale du chemin de fer Congo-Océan est au centre des préoccupations des populations. Une réhabilitation exécutée par la société Xerox attire l'attention de plus d'un Ponténégrin. Jadis centre d'attraction des populations, le matin au soir pour les voyageurs qui empruntaient les différents trains voyageurs, venaient expédier la marchandise,
mais qui est tombé en ruine depuis les événements politiques que le pays a connus. La construction de la route lourde Pointe-Noire à Brazzaville, mais étant un monument de la ville, il était grand temps que ce bijou qui fait la beauté de la ville de Pointe-Noire et qui fait également partie des sites touristiques de la ville de Pointe-Noire soit réhabilité par les populations de la ville de Pointe-Noire. Le CFCO, cette société encore appelée colonne vertébrale de l'économie congolaise, devait être réhabilitée également, comme l'a dit le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans son discours d'investiture. Déjà, la réhabilitation de la gare centrale de Pointe-Noire est une preuve de démarrage des travaux. Le liquide précieux et vital pose problème dans la ville économique Pointe-Noire. L'on se demande sur ce que devait devenir la vie de la population dans les grandes majorités des quartiers de la ville de Pointe-Noire. La population ne s'approvisionne en eau potable qu'à travers des forages et la qualité de ce produit n'est pas élucidée, car dans certains forages, l'eau que nous buvons sent l'odeur de l'argile, mais comme elle sort de sous terre, elle est consommable sans se rendre compte des dégâts que cela peut causer dans l'organisme. Les fontaines publiques ont disparu pour laisser la place aux fontaines personnelles dans les parcelles, mais celles-ci sont devenues des monuments dans les parcelles, car ne laissent couler aucune goutte depuis bientôt plusieurs années. Ces fontaines, héritées de la SNDE, devenue aujourd'hui la Congolaise de distribution d'eau, LCDE, sont là pour la bonne forme et ne servent plus à rien, quand bien même que les factures de la LCDE sont distribuées. À cela s'ajoute un autre problème, la difficulté dans les forages. Vous devez payer de l'eau tous les jours. 3 bidons de 25 litres à 100 francs, 2 bidons de 10 litres à 25 francs, la lessive, la vaisselle, la cuisine, le nettoyage, les toilettes, et ceci demande de l'eau. Combien de bidons devra-t-on s'acquérir pour une famille de 10 personnes pour une journée? Et combien d'argent à dépenser par jour, par mois? Là est toute la question. Certains pères de famille que nous avons trouvés devant les forages ont réagi de la manière suivante. Oui, s'approvisionner au forage ou à la pompe. D'abord, la pompe, ça n'existe presque plus. Grâce au forage, nous trouvons un brin de vie. Si les forages n'étaient pas, je ne sais pas ce que ça devait devenir. Mais on a plus l'avantage à la pompe par rapport aux frais. Mais au forage, vraiment, c'est des dépenses. Tous les jours, il faut dépenser de l'argent. Vraiment, on a de la peine à supporter cela. Moi, personnellement, par jour, si j'ai dépensé 20 000, vraiment, je n'ai rien fait. Parce que tout, alors c'est l'eau. Mais pour avoir l'eau, il faut l'argent maintenant. Là. Or que l'eau à la pompe, c'est nettement mieux. C'est mieux à la pompe, mais malheureusement, ça n'existe plus. Alors que là où nous vivons, il y a l'eau sous terre, mais sur terre, il n'y a pas l'eau. Nous avons parlé, mais c'est en vain. Et on en parle toujours, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Présentement, là, vraiment, le peuple souffre par rapport à l'eau, par rapport aux dépenses. Mais sincèrement, le pouvoir public n'a qu'à faire quelque chose. Regardez un peu la peine des populations. Le pouvoir public n'a qu'à faire quelque chose. Vraiment. Regardez la peine de la population. La Congolaise des eaux, née de l'ancienne SNDE, est la principale société de distribution d'eau dans les différentes agglomérations du pays. Mais ce liquide précieux et vital est rare dans le pays. Près de la moitié de la population manque d'eau potable, alors que le pays est arrosé par plusieurs cours d'eau. À Pointe-Noire, par exemple, la population, dans la majorité des quartiers, consomme de l'eau de forage. Le pouvoir public, par le biais de la société LCDE, a implanté des forages, mais qui ne peuvent répondre à la demande. À Mongokamba, non loin de la centrale électrique, se trouve un qui alimente pratiquement le quartier André-Jacques. Dans celui-ci, le liquide précieux et vital coule au robinet, comme celui
qui est sur le terrain de la LCDE, en face de la station Total vers Kimbanguiste. Ici, le terrain est même mis en location auprès des particuliers qui y déposent et vendent du gravier. Ce sont ce genre de forages qu'ils devaient avoir dans toute la ville et dans tous les quartiers. Or, on les compte sur le bout des doigts. Un à Vungu, un à Paka, et c'est tout, ce qui permet aux populations de faire l'affaire. Dans la majorité des quartiers, ce sont les forages des particuliers où le bidon est vendu à 50 francs CFA. Combien de bidons faudra-t-il pour une grande famille qui habite des maisons modernes où l'eau est vraiment utilisée au quotidien? Dans son discours d'investiture, le chef de l'État a souhaité donner de l'eau potable à toute la population congolaise. Alors, à Pointe-Noire, le problème peut être résolu par la mise en place de ce genre de forage dans tous les quartiers. Espérons que la nouvelle équipe gouvernementale prendra la mesure de cette promesse du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Travailler au Congo est un véritable casse-tête chinois. Les jeunes Congolais sont obligés de se lancer dans la débrouillardise qui décrit les conditions de travail précaires. Ils sont obligés d'apporter leur savoir dans les projets ou activités collectives. Le travail étant une loi du monde, de plus la seule façon de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que l'on fait. Mais malheureusement pour nos jeunes Congolais qui sont obligés de travailler dur et bon afin de subvenir aux besoins familiales et personnels. Tel est le cas de M. Ben Chris qui est jeune débrouillard en chaudronnerie. Niveau il y a des jeunes qui sont dans sala, peut-être débrouiller. Peut-être débrouiller selon moi peut-être bien c'est-à-dire qui n'a avantagé moi quelque chose. Mais au moins qui a besoin de ming qui n'a diplôme. Bakena limana au moins na kuvanda na ba au moins ba place bien parce que na sala chimpa sina wa sens que ngere bate exemple ngena ba diplôme bonge badia au moins parfois na foyer na inzo soit ba parents ou bisa le kelvé. En vue de chercher de quoi se nourrir, nous sommes obligés de trimballer quartier après quartier afin de trouver de quoi rapporter à la maison. Comme notre jeune vendeur de parfum M. Mwanda Mali. Car le travail assure l'indépendance, il n'y a pas de sous-métier, plutôt il n'y a que de sottes gens. La peinture, cet art qui a tendance à disparaître et connaît des sérieux problèmes dans son évolution. Malgré cela, les artistes sont à l'œuvre dans le but de faire connaître la peinture congolaise qui a connu son essor dans le passé précisément dès les premiers jours de l'indépendance de notre pays, le Congo. D'où la création de l'école de peinture de Poto-Poto à Brazzaville. À Pointe-Noire, la voûte des artistes située latéralement avec la gare centrale de Pointe-Noire à côté de la Grande Poste permet aux peintres de cette grande ville du pays d'exprimer leurs talents. Une voûte que notre rédaction a visitée dans le but de la faire connaître. Monsieur Rosy Guimarc, artiste peintre, nous relate les tenants et les aboutissants de son activité. Les difficultés sont très énormes. Dans notre métier de l'art, c'est pas facile parce que les difficultés nous rencontrons, il y a beaucoup de clients qui viennent qui se plaignent par rapport aux autorisations de sortie d'œuvres d'art. Donc c'est un peu difficile. Quand ils arrivent à l'aéroport, ils rencontrent des difficultés, ils sont un peu carnardés par la police, carnardés par les gens des eaux et forêts, donc par tout le monde quoi, par tout le monde. Donc ça apporte un peu de l'angoisse, un peu du dégoût aux clients pour revenir pour acheter des œuvres d'art. Donc pour eux, ils préfèrent peut-être acheter des habits là où il y a des souvenirs du Congo, eux ramener parce qu'on a perdu la majorité de notre grande clientèle. Bon, le message que je peux véhiculer surtout, premièrement d'abord, c'est d'abord à nos autorités de vraiment voir un peu dans le secteur touristique, de développer le secteur touristique, parce que sans un bon secteur touristique, on ne voit pas comment est-ce que l'art au Congo va s'en sortir. La place de la Poste de Pointe-Noire mérite d'être visitée par les populations afin que vive l'art. Le son organisé qui fait ressentir quelque chose définit ce que l'on appelle musique.
Au Congo, plusieurs genres de musique sont utilisés comme la musique traditionnelle et la rumba devenue patrimoine culturel de l'UNESCO et bien d'autres. Le rap apparu dans les ghettos afro-américains des années 1970, qui est un style de musique où l'on parle plus qu'on chante, caractérisé par son allocution rythmée et rimée appelée le parler chanté, qui est le pilier vocal du mouvement culturel hip-hop. Généralement pratiqué par la jeunesse, au Congo-Brazzaville et notamment à Pointe-Noire, se trouve une rappeuse hors pair, nommée Véronique Boueti Kibilou, mère en V de son nom artistique. Elle associe les langues vernaculaires et le français pour exprimer son talent. J'ai commencé de chanter quand j'étais jeune fille, et surtout quand j'étais à l'école, quand j'étais enseignante. C'est ce qui m'avait donné le goût de chanter parce que je chantais beaucoup avec mes élèves. Quand je suis allée à la retraite, je me suis dit, bon, au lieu de rester seulement là, des bras croisés, rester là, les mains sur la joue, je vais continuer ma musique et je me suis adaptée à faire la musique. Mais j'ai choisi le rap, c'est parce que c'est une danse que les jeunes aiment. Le rap n'a pas d'âge, c'est mon goût parce que s'il faut voir, s'il faut compter ce que les gens disent, vous ne pouvez pas évoluer. Star comme nous. Le rap me plaît, le rap m'intéresse. Bon, on dit que le rap, souvent, c'est la danse des voyous, la danse des bandits, mais pas forcément. Même les jeunes qui chantent là, qui font le rap, tous ne sont pas des bandits. Chacun de nous a sa façon de voir les choses. La musique ne nous donne pas l'argent chez nous ici, là. Donc, je leur conseille surtout de travailler un peu, faire un peu autre chose, et puis faire la musique à côté. Et même quand je fais les clips, tout ça, je fais ça seul. Mais si l'État congolais pouvait aussi nous récompenser, penser à nous, penser aux artistes de temps en temps, et puis on pouvait encore beaucoup plus avancer. Sale sport, basuka, souka, nyons, basuka, souka, nyons, koutala sonive, koukipe ba ouve. 21 yangon désolé, mais renve ma botama. 21 yangon désolé, mais renve ma botama. Le transport urbain est un problème entier dans nos grandes agglomérations, car les prix varient d'un axe à un autre, selon l'humeur des contrôleurs et chauffeurs. Il n'est pas rare de débourser une somme de 1000 francs CFA pour partir du péage de Mengo au port autonome de Pointe-Noire et de Ngoyo au port autonome de Pointe-Noire. Les taxibus et minibus, des particuliers pratiquent le phénomène des demi-terrains, d'où une distance est sectionnée en 3 ou 4 destinations qui vous permettent de débourser 150 ou 200 francs multipliés par le nombre de destinations. Ceci avec l'aide des soi-disant syndicalistes qui prélèvent une certaine somme au chargement et aucune autorité n'est intriguée par la situation. La question que l'on se pose est celle de savoir si ces taxis et minibus n'appartiennent pas à ces décideurs qui ne peuvent arrêter ce phénomène. Le soulagement serait venu avec les bus de la STPU, encore appelés mal à l'aise, mais ces derniers sont pratiquement inexistants. Il faut attendre des heures entières pour pouvoir monter dans un bus de mal à l'aise. Et lorsque l'on est pressé, l'attente est impossible et avérée difficile. Avec ceux de la STPU, le prix reste à 150 francs, quelle que soit la distance. Le nouveau gouvernement qui devait arriver doit regarder la relance de ces bus pour le bien-être de la population.